Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Le Niger semble s'enfoncer dans la crise politique. Les militaires ayant opéré un coup de force contre le président Mohamed Bazoum balisent le terrain et tentent coûte que coûte de grappiller du soutien international afin de tenter de gagner en légitimité. C'est en effet tout l'intérêt de remanier le gouvernement, avec notamment la nomination d'un nouveau Premier ministre. D'autre part, il y a la CEDEAO, dont les ardeurs quant à la volonté d'en découdre avec les putschistes par la force semblent peu à peu se calmer, d'autant plus qu'aucune action militaire n'a été opérée à la suite de l'expiration de l'ultimatum adressé au CNSP. Le CNSP qui s'apprête à tenir, la CEDEAO qui s'apprête à tenir un nouveau sommet extraordinaire pour étudier les alternatives ou poursuivre sur le même chemin et tenter de déployer des casques blancs sur le sol nigérien. En attendant, c'est désormais une nouvelle séquence politique qui commence avec un nouvel élément de langage qui fait peu à peu son apparition dans le débat, la médiation. Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Alors pour débattre une nouvelle fois de la situation au Niger dans l'échiquier international, j'aurai le plaisir d'avoir sur le plateau ce soir Badisr Nissa. Vous êtes expert en relations internationales, président du think tank Émergence. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et toujours un plaisir, merci. Depuis Niamey au Niger justement, nous rejoindra dans quelques instants, nous l'espérons, journaliste et le correspondant de Africa FM, Abdoukarim Mahamadou, qui est avec nous depuis Niamey. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous malgré les conditions et les circonstances que j'imagine un peu difficiles ce soir. Alors avant de commencer le débat, cette question, donc à peine 2 semaines après le coup d'État, est-ce que la CEDEAO recule déjà? Une question qui mérite d'être posée. Élément de réponse dans ce sujet signé Leïla Gertal. Après la fin de l'ultimatum et les voix de menace d'une éventuelle intervention militaire au Niger, l'ardeur des uns et des autres commence à baisser et le ton utilisé, intempestif et menaçant de la CEDEAO ou de la France a changé, plus modéré. Désormais, les parties menaçantes en semble-t-il mis de l'eau dans leur vin. L'on ne parle plus d'intervention militaire au Niger. L'option serait-elle écartée ou seulement mise en veille? Pour l'instant, l'heure est au dialogue. La CEDEAO, très critiquée pour ses positions contre les pays africains en difficulté, tente, ou plus exactement, lance une nouvelle médiation après l'échec de la première qui est revenue de Niamey, les mains vides. Une nouvelle réunion donc de crise. Les dirigeants se retrouveront à nouveau jeudi à Abuja pour examiner d'autres alternatives. Il s'agit cette fois-ci d'un sommet extraordinaire. Ceci présage peut-être d'une nouvelle tournure dans le traitement de la crise au Niger, l'éloignant un tantinet soit peu de la menace de l'intervention militaire. Plusieurs facteurs peuvent en être la raison. La question de l'intervention n'ayant pas eu l'approbation escomptée des institutions législatives, des propres instances de la CEDEAO. Désormais, l'espoir renaît de voir, pourquoi pas, les prémices du dialogue l'emporter sur les tambours de la guerre. Le décor est désormais planté. Nous allons commencer le débat avec vous, monsieur Mahamadou. Racontez-nous d'abord un peu l'ambiance qui règne ce soir à Niamey. Ce soir à Niamey, l'ambiance, comme depuis quelques jours, elle est calme. Depuis donc les dernières manifestations, ça va, tout est calme. Les militaires font leur chemin, petit bonhomme de chemin, avec le soutien des populations nigériennes et particulièrement celles de Niamey qui sortent massivement. Et malheureusement, nous le redoutions, la liaison avec le Niger est un tout petit peu mauvaise. Nous allons de suite tenter donc de joindre de nouveau M. Mahamadou qui nous parlait justement de l'ambiance qui règne un peu à Niamey actuellement. Badisr Nissa, la CEDEAO, entre-temps, vient d'annoncer une nouvelle réunion dès jeudi prochain, 10 août. Pardon, celle-ci doit se pencher sur les alternatives. Selon vous, est-ce que les chefs de la CEDEAO vont baisser d'un temps, revoir leur copie après que l'option de l'intervention militaire s'est avérée un épouvantail plus qu'autre chose?
Je pense que c'est déjà le cas, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO, faut-il le rappeler, elle a appelé à cette conclave qui se tiendra jeudi, mais au lendemain de la fin de l'ultimatum, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a un recul flagrant justement de la CEDEAO en matière de médiation, mais surtout en matière de volonté et option d'intervention militaire. Je rappelle juste aux téléspectatrices et téléspectateurs que la CEDEAO a un rôle de nature purement économique dans un premier temps à sa fondation. Donc aujourd'hui, elle s'immisce de peu à peu dans ce rôle de paix, de maintien de la paix. Encore une fois, le maintien de la paix ne se fait jamais au son des armes. Donc je pense que la CEDEAO aujourd'hui a été, entre parenthèses, décrédibilisée, faut appeler un chat, dans le sens où elle a voulu rapidement mettre en exergue une option désastreuse, catastrophique encore une fois, puisqu'il était question de faire intervenir une armée, donc une armée commune au Niger, vis-à-vis effectivement d'un putsch qui s'apparente, encore une fois, à une situation que nous assistons aujourd'hui dans la région de coups d'État endémiques, mais on a plusieurs pays qui en ont subi les conséquences. Oui. Mais aujourd'hui, avec cette peut-être nouveau virage qu'a voulu cette CEDEAO, entre parenthèses, avec une feuille de route certes étrangère, notamment par certains États occidentaux, nous avons vu tout de suite une interaction entre les États-Unis, la France et la CEDEAO. La France d'ailleurs qui ne s'est pas empêchée via son porte-parole, mais surtout aussi le ministère des Affaires étrangères du Quai d'Orsay, tenu quelques messages en limite soutenant cette intervention militaire qui est totalement irresponsable, puisque nous savons les conséquences, je dirais le cataclysme géopolitique et géosécuritaire dans la région sera désastreux, non seulement pour la région, le Sahel, mais également pour l'Europe, puisque nous savons en découlera un flux migratoire très important avec toutes ses conséquences, au-delà bien évidemment des zones de tension que nous connaissons déjà et que d'ailleurs l'Algérie, au lendemain de ce putsch, a alerté, au lendemain de cette option d'intervention militaire, a alerté sur la dangerosité de la situation, tant sur je dirais le quotidien des peuples, notamment dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest qui sont quand même entre le marteau et l'enclume, entre à l'Ouest, AQMI, Al-Qaïda qui opère des nébuleuses ici et là, et vous avez Boko Haram à l'Est. Donc effectivement, la situation est catastrophique, la situation est dans une escalade importante. Pourquoi y rajouter encore de l'huile sur le feu avec cette idée d'intervention farfelue, faut-il le rappeler, et que d'ailleurs le CEDEAO aujourd'hui dénote un certain recul, de raison, peut-être de retour à la raison, mais surtout de retour au dialogue et au débat que l'Algérie a, au lendemain justement, demandé clairement. Très bien, et vous anticipez ma question suivante, Badis Renissa, justement. Alors vous avez parlé des pressions peut-être exercées par la France, entre autres pays étrangers ayant des intérêts que l'on connaît, qui sont de plus en plus croissants dans la région. Est-ce que la CEDEAO est aujourd'hui sujette à des pressions extérieures, à la fois de pays qui sont pour ou contre cette intervention militaire des casques blancs au Niger ? Écoutez, la CEDEAO devrait revenir un peu à son leitmotiv initial, qui est celui d'aider les peuples à se développer, à avoir cette équité, cette justice, le développement durable, et surtout en Afrique, avec un projet panafricain. La CEDEAO était censée être le porte-voix justement des peuples pour qu'ils puissent se développer et éviter ce type de situation, notamment tant socialement mais économiquement. Donc la solution, d'abord, elle est dans un cadre de dialogue, mais aussi dans un cadre de développement durable des peuples, et notamment le peuple nigérien qui d'ailleurs, et là vous noterez une espèce d'antinomie entre la richesse minière, et notamment d'uranium et d'or du pays, mais cette situation exécrable socialement parlant du peuple nigérien. Donc à un moment donné, avec aussi une sociologie, une typologie changeante, notamment avec l'émergence d'une jeunesse africaine ambitieuse, audacieuse, qui veut renouer avec l'espoir et qui voudrait aujourd'hui peut-être s'affranchir du diktat finalement, peu importe lequel, mais s'affranchir du diktat et aller vers une feuille de route qui, je dirais, travaillerait pour une fois l'intérêt des peuples. Et c'est là où je reviens un peu sur cette notion nouvelle qu'a connue le monde, et d'ailleurs c'est en conséquence de l'émergence du nouvel ordre mondial qui est un secret pour personne aujourd'hui, qui est visible, qui est palpable. Mais au-delà de ça, moi j'ai qualifié qu'il y a aussi l'émergence en conséquence d'un nouveau continent géopolitique, un nouveau continent géoéconomique. D'ailleurs, on a vu le BRICS, où plusieurs pays, plusieurs États souhaiteraient y adhérer, d'ailleurs qui étaient contre peut-être l'idée auparavant, et même qui divergeaient sur l'idéologie elle-même de cette instance. Et aujourd'hui, nous voyons donc ce nouveau pôle géopolitique, ce nouveau continent qui tend à s'élargir et dans lesquels nous pourrons vivre ce type de déstabilité politique qui peut-être, on devrait s'attarder davantage
sur des canaux, disons, de dialogue et de débat, comme l'Algérie l'a souhaité et l'a, je dirais, officiellement défendu. Et d'ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lui-même a exhorté que justement qu'on retourne vers la table des débats et des négociations, mais surtout dans une solution durable et une solution pérenne, mais surtout une solution qui est dans le cadre de la sanctuarisation de la Constitution. Très bien, merci Badis Renissa. Abdelkarim Mahamadou est de retour parmi nous sur le plateau de l'échiquier international. Monsieur Mahamadou, même question, est-ce que cette CEDEAO est aujourd'hui sujette à des pressions extérieures, à la fois de pays qui soient pour ou contre l'intervention militaire? Monsieur Mahamadou, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Mahamadou, depuis Niamey, est-ce que vous m'entendez? Alors, malheureusement, nous avons des nouvelles perturbations avec Niamey. Je l'avais précisé, les conditions, les circonstances nous laissaient craindre justement ce genre de désagréments techniques. Je reviens vers vous, Badis Renissa, en attendant de rétablir la liaison une nouvelle fois avec monsieur Mahamadou. On a appris aujourd'hui la nomination d'un nouveau Premier ministre de la part des militaires putschistes, donc du CNSP. Nouvelle feuille de route politique est d'ores et déjà déroulée de la part de ces militaires ayant opéré un coup d'État le 26 juillet dernier, rappelons-le. De nouveaux ministres sont mis en place également. Quelle lecture politique faut-il en faire aujourd'hui? Écoutez, c'est un jalon. Bien évidemment, on appelle au retour à la normale via des canaux, encore une fois, qui respectent la volonté des peuples, et notamment le peuple nigérien. Au lendemain de ce putsch, j'avais d'ailleurs déclaré que, attendons de voir Permettez-moi juste de reprendre M. Mahamadou qui est revenu avec nous. M. Mahamadou, est-ce que vous m'entendez? Au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il n'y a pas d'autres manifestations. Mais le fait marquant de cette journée, c'est le refus des militaires, en tout cas qui dirigent le pays depuis le 26 juillet dernier, de recevoir une nouvelle mission de la CEDEAO, accompagnée de celle des Nations Unies, de l'ONU et de l'Union africaine, au motif que les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. Voilà donc qui signe donc un échec d'un nouveau round de négociations entre les militaires et la communauté internationale à la veille du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui va se tenir le 10 juillet, le jeudi 10 août plutôt, excusez-moi. Malheureusement, encore une fois, on perd M. Mahamadou, que nous allons peut-être tenter de joindre à une prochaine occasion, le temps de nous assurer que la liaison avec Niamey soit donc rétablie de manière durable. Badis Renissa, vous avez la parole une nouvelle fois. Donc nous parlions de cette nouvelle feuille de route opérée par les militaires en nommant un Premier ministre à la fois, puis des petits remaniements de ministres qui étaient auparavant au gouvernement et qui reviennent au pouvoir. Il faut rappeler que aussitôt le putsch fait, il y a plusieurs accords qui ont été annulés, notamment avec certains pays comme la France. Oui. C'est dire qu'effectivement, il y a la feuille de route, je pense que... Des accords militaires, absolument, des accords militaires. Qui ont été d'ailleurs mal perçus. Ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, on marque un jalon, justement, cette feuille de route, encore une fois, mais là où je tiens vraiment à rappeler ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au lendemain de ce coup d'État, j'avais évoqué que seule la volonté des peuples pourra permettre de savoir, en tout cas, ou de comprendre l'issue, qui aujourd'hui peut paraître floue, encore une fois, puisqu'on est en dehors du cadre légal, en dehors du cadre constitutionnel, bien évidemment, et aucun État, l'Algérie la première d'ailleurs, qui au lendemain avait alerté sur cette situation pour revenir encore une fois au débat. Ceci étant, le droit des peuples aujourd'hui, surtout les peuples africains dans un projet panafricaniste d'affranchissement, ont le droit effectivement de s'exprimer, d'exprimer ou de corriger des trajectoires, si je puis dire, aujourd'hui, s'ils jugent, si tenté, aujourd'hui, ils jugent que cette situation n'est plus acceptable. Donc, c'est pourquoi j'avais appelé à la prudence en matière d'analyse et surtout de voir quelle sera la réaction de la société civile, quelle sera la réaction du peuple nigérien. Et d'ailleurs, je pense que ça n'a pas tardé, puisqu'on a vu cette population massive, cette présence, en tout cas avec d'ailleurs des drapeaux, plusieurs drapeaux. Et d'ailleurs, nous avons noté
au passage le drapeau algérien. Donc c'est cette confiance aussi donnée à l'Algérie qui, au passage, je rappelle, est après être une boussole diplomatique, elle est aujourd'hui une boussole aussi des peuples africains. Donc ils savent pertinemment que l'Algérie sera peut-être ce médiateur finalement pour voir rassembler d'abord les belligérants, puisque nous parlons effectivement des militaires, mais aussi aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec ce côté civil où il y a cette nomination. L'Algérie, rappelons-le, qui est favorable au retour à l'ordre constitutionnel. Absolument. Qui fera en sorte que monsieur le président Mohamed Bazoum revienne à sa fonction consacrée par cette constitution. Absolument, absolument. C'est d'ailleurs l'Algérie, comme j'ai expliqué, elle s'est proposée pour être cet acteur majeur, cet acteur aussi, élément incontournable. Et là, j'ouvre une petite parenthèse avec la visite du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, aux États-Unis à la demande de Blinken. Donc, certainement, des discussions sur le Niger seront sur la table, puisque en parallèle, le porte-parole et même Blinken avaient déclaré qu'effectivement, seule la diplomatie pourra résoudre en tout cas cette situation complexe. Et justement, la vice-secrétaire d'État américaine qui se trouvait aujourd'hui donc au Niger, et vous faites bien de parler des États-Unis, car il semblerait, aux côtés de l'Union européenne également, ne plus vouloir tenir compte de l'option militaire, et ce à peine 2 semaines après le début de la crise au Niger. Quel est le secret de ce revirement de situation, selon vous ? Écoutez, je pense que les États-Unis, qui a pris l'ascendant d'ailleurs dans l'équation aujourd'hui des négociations, vous l'avez peut-être facilement remarqué, puisque la France, dans un premier temps, avait émis certains souhaits, certaines, je dirais, elle a exhorté l'intervention militaire, puis aujourd'hui, il y a cette espèce de volte-face diplomatique, peut-être aussi avec cette ascendance des États-Unis, comme pour dire qu'effectivement, il faut revenir à la raison, il faut revenir aussi à la table des négociations, il faut revenir à la Constitution, certes, mais avec la Constitution, tout en mettant au cœur du réacteur politique et de la décision ou de la résolution pour ce dossier complexe, la volonté du peuple nigérien. Donc, je pense que les jours à venir peut-être démontreront qu'effectivement, d'abord, cette intervention était une erreur magistrale, était une précipitation, je dirais, carrément aux antipodes de la diplomatie, puisqu'il était question d'abord de voir ce qu'il en retourne, ce dossier, en tout cas, quelles sont les motivations de ce putsch, et puis aussi de voir aussi, parallèlement, la volonté du peuple nigérien. Donc je pense que les États-Unis, dans un élan aussi d'équation complexe, j'ai expliqué tout à l'heure, ce nouveau pôle justement de l'Est émergent, donc vous avez remarqué avec la Russie également, qui est aussi un acteur majeur dans l'équation, la Chine, avec ce duopole entre parenthèses, avec aussi peut-être cette, je dirais, perte d'influence quelque part des États-Unis dans la région, a fait qu'aujourd'hui les États-Unis se doivent de s'inscrire dans une dynamique de rassemblement, mais surtout aussi de raison à vouloir privilégier d'abord le langage diplomatique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le Blinken avait exhorté et même soutenu, puisqu'il y a une délégation qui se présentera. Vous avez remarqué également qu'une délégation du Burkina Faso et du Mali a été reçue aujourd'hui justement pour des négociations, au même titre que peut-être une autre délégation qui a été malheureusement refusée pour des raisons de sécurité, dites de sécurité. C'est dire que la situation est complexe, mais il me semble que, encore une fois, je me répète, l'Algérie est un élément majeur dans cette équation. Et l'Algérie, d'ailleurs, s'est proposée au lendemain, à la première heure, avec une feuille de route qui permettrait effectivement d'aboutir à une issue favorable, mais surtout une issue qui revient à la normale et qui donne surtout la voix aux sans-voix comme le peuple nigérien. Alors nous avons parlé des États-Unis, de l'Union européenne, justement le porte-parole de la Commission européenne aujourd'hui, qui a peut-être enclenché une espèce de désescalade dont les éléments de langage, en attendant une désescalade peut-être qui interviendra sur le terrain, et cet élément en langage qui est apparu dans sa bouche, le mot médiation, a été prononcé par la Commission européenne qui veut justement que les conditions d'une médiation soient rapidement réunies. Là aussi, comment lire à travers les lignes, pourquoi l'Union européenne ne suit-elle pas les peut-être gesticulations qu'on a vues de la part de Paris et du Quai d'Orsay au premier jour du coup d'État? Écoutez, ce n'est pas du chauvinisme peut-être de ma part de dire que l'Algérie... Je tiens juste à rappeler que 2 États
de l'Union européenne se sont exprimés contre, voilà, à savoir l'Italie et l'Allemagne. L'Allemagne, exactement. Ce n'est pas du chauvinisme de ma part de dire que l'Algérie, au lendemain, avait alerté de cette situation, de la complexité, mais surtout de la dangerosité, avec ce défi qui est celui de la stabilité, de la paix. Étant que l'Algérie est un allié au service de la paix, donc elle avait alerté sur cette situation, et c'est surtout sur cette option irresponsable de la part de certains États à exhorter ou à pousser vers une intervention militaire. Donc aujourd'hui, l'Union européenne, en tout cas par son porte-parole, a jugé utile peut-être de revoir peut-être un peu leurs calculs, mais surtout aussi de suivre un peu la tendance qui est celle d'écouter les acteurs majeurs comme l'Algérie, comme boussole et comme porte-voix justement au sein de l'Afrique et l'Union africaine, et écouter peut-être aussi les peuples. Donc je pense qu'on a un retour à la raison diplomatique pour pouvoir enfin privilégier, encore une fois, le dialogue. Donc l'Union européenne, qui plus est la dernière peut-être à donner des leçons sur cet aspect-là, puisque toutes ces conséquences aujourd'hui que nous sommes en train de vivre sont des conséquences dues à cette injustice de développement économique en Afrique. L'Afrique qui abrite plus de 60% des terres agricoles du monde, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un problème, et que l'Union européenne devrait d'ailleurs s'attarder davantage sur le développement de l'Afrique et pour que les peuples puissent justement, et la jeunesse surtout, porter encore une fois dans un élan et dans je dirais un prisme d'action nouveau, qu'il soit politique ou social ou économique, enfin l'Afrique émerge et puis qu'elle soit aussi actrice dans la table des decision makers. Alors vous l'avez rappelé, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf qui entame dès ce mardi une visite à Washington sur invitation du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Alors officiellement, la question du Niger n'est pas citée, évoquée dans le communiqué des affaires étrangères algériennes, mais comme le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pour habitude de le rappeler, on ne fait pas l'Afrique sans l'Algérie. Est-ce que l'Algérie, qui c'est elle aussi, vous l'avez rappelé, opposée à toute intervention militaire, y compris lors de la réception par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, de l'envoyé spécial de la CEDEAO et du président du Nigeria, est-ce que justement la pression d'Alger a pesé dans la balance, et est-ce que nous pouvons affirmer que c'est une pression gagnante au vu du recul peut-être que nous avons constaté chez la CEDEAO? Je qualifierais plutôt de pression positive, oui, puisque pression positive. Qui de mieux que l'Algérie aujourd'hui est à même de comprendre, cerner la problématique. Sans ingérence aucune, absolument, comme à chaque fois. Bien évidemment, c'est l'ADN diplomatique lui-même de l'Algérie, cette ingérence, mais surtout aussi cette force de proposition. Elle l'a démontré à maintes reprises sur plusieurs dossiers complexes, notamment le dossier libyen, le dossier du Mali avec les accords d'Alger. Donc c'est pour vous dire que l'Algérie est le meilleur acteur aujourd'hui dans ce casting africain qui pourrait, comme j'expliquais, en matière de locomotive diplomatique et de boussole diplomatique, peut-être aussi cette locomotive de médiateur dans cette équation. Donc l'Algérie aussi a une espèce de définition la plus précise justement de la problématique. Pays limitrophe du Niger, au-delà des frontières effectivement très importantes d'ailleurs, qui se comptent par milliers de kilomètres. Elle a compris aussi le source de cette problématique aujourd'hui, ce que j'ai qualifié tout à l'heure de développement durable et cette justice de développement. L'Algérie, faut-il le rappeler, qui a mis la main à la pâte entre parenthèses et qui avait débloqué un fonds de 1 milliard justement comme fonds mis à disposition pour investissement pour les États dans toutes les infrastructures et dans en tout cas les secteurs cibles pour qu'ils puissent justement permettre l'affranchissement des peuples africains. Donc c'est pour vous dire qu'elle a compris effectivement la problématique et le sens justement du travail de fond qu'elle devrait mener, ou en tout cas qu'elle devrait mener aux côtés de l'Union africaine et aussi de l'Occident. Donc l'Algérie aujourd'hui, encore une fois, est un acteur majeur, et c'est pourquoi dans la diplomatie, il n'y a pas de hasard. Donc effectivement, cette visite se fait dans le cadre de relations, de renforcement de relations bilatérales, mais le timing, vous le conviendrez qu'il colle avec, en tout cas, la complexité du dossier aujourd'hui. Donc oui, le Niger sera un dossier majeur sur la table, justement, des discussions entre les deux ministres, mais surtout, sachez que l'Algérie, encore une fois, la seule issue qu'elle pourra défendre, c'est celle de la paix, encore une fois, c'est celle aussi de la confiance, puisque l'Algérie jouit d'une confiance infaillible et une grande confiance et fiabilité de la part d'abord de l'Union africaine, des pays africains et même des peuples africains, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y avait même des drapeaux algériens. Donc c'est pour vous dire que l'Algérie aujourd'hui
est un acteur incontournable dans cette équation complexe et l'Algérie saura, je pense, donner en tout cas le goût ou donner une direction, un cap pour qu'on puisse aller vers une stabilité, d'abord pour la région et le Sahel dans sa globalité, mais aussi pour le monde et la planète, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, il y aura un cataclysme important, sans précédent, justement, si on était amené à aller vers une zone de tension supplémentaire. Très bien, Alger, acteur incontournable dans ce dossier du Niger. Ce sera donc la conclusion de cet échiquier international. En attendant la réunion décisive de jeudi des chefs d'État de la CEDEAO, le dossier nigérien qui fera encore l'actualité, vous l'aurez compris, dans les prochains jours de l'échiquier international au vu de son importance et de son poids dans cet échiquier justement international. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette émission. Merci de nous avoir accordé une nouvelle fois votre attention. Excellente suite des programmes sur Al24 News.